Bien, Léon Aceves, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur d'une école qui porte le nom d'école d'administration publique aujourd'hui de la ville de Mexico. Est-ce que vous pourriez brièvement présenter ce qu'est l'école d'administration publique de la ville de Mexico? Bien sûr. Est-ce qu'elle se rapproche d'institutions similaires qui existent ou qui peuvent exister en France? Oui, en fait, on s'occupe de la professionnalisation de la fonction publique, c'est-à-dire que on a des programmes, surtout des formations continues pour les fonctionnaires qui sont déjà dans la fonction publique. Mais on a aussi un département recherche appliquée, conseil, pour justement essayer de contribuer à la prise de décision des administrations de la ville de Mexico. Et effectivement, il y a des institutions un peu partout dans le monde, notamment par exemple au Brésil, où il existe aussi une école nationale d'administration publique qui forme les cadres. Et notamment ici en France, l'ENA, enfin notre institution serait un peu l'équivalent de l'ENA. Avec quand même une différence, c'est que les écoles que vous venez de citer au Brésil ou en France sont des écoles nationales. Absolument. Dans le cas de l'école d'administration publique que vous dirigez, c'est la ville de Mexico. C'est la ville de Mexico. Et pourquoi n'y a-t-il pas au Mexique une école équivalente à celle du Brésil ou à celle de France ou à l'ENA? Oui, d'abord parce que au Mexique en général et particulièrement à Mexico, il n'existe pas de fonction publique de carrière en général. Donc, et ce type d'institutions sont rares au Mexique. Oui. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais qui sont, par exemple, il y a l'Institut national d'administration publique, l'INAP, mais qui est une association civile, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie du gouvernement, et nous, on fait partie du gouvernement, mais avec un degré important d'autonomie, d'autonomie de gestion, d'autonomie technique, et pour nous constituer plutôt une institution d'État qui forme l'État de la ville de Mexico. De l'État de la ville de Mexico, voilà, ouais. Qui forme les fonctionnaires, les cadres, mais qui ne forment pas on va dire les cadres des partis politiques. Donc, il s'agit de créer une administration plus impartiale et plus stable par rapport à la vie. Plus impartiale, ça voudrait dire, comme dans le cas des équivalents notamment français, que les personnels sont formés par l'école, recrutés par concours pour occuper leurs fonctions ultérieurement dans l'administration publique. Et apparemment, d'après ce que je comprends, il s'agit de formation continue. Ce n'est pas exactement le même contexte que celui des autres écoles au Brésil ou en France. Ça, c'est une différence aussi parce que, justement, comme la fonction publique de carrière n'existe pas en tant que telle à Mexico, et l'entrée à l'administration publique ne se fait pas par concours de manière généralisée, mais plutôt parce qu'on connaît comme les mécanismes typiques du spoil system ou du système plutôt américain comme aux États-Unis, où c'est surtout la confiance politique qui est dominante. Qui est dominante, absolument. Mais il y a une évolution en cours pour aller vers un système plutôt de professionnalisation par la voie du concours. Absolument, oui. L'école, en fait, elle a été créée en 2009 comme l'un des piliers pour commencer à établir une fonction publique de carrière. Et pourquoi en 2009? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Je pense que le chef du gouvernement de la ville de Mexico à l'époque, qui connaissait très bien le service ou la fonction publique française, par exemple, était conscient... Qui était-il? Il était Marcel Ebrard, et il était conscient du fait que la formation universitaire ne suffit pas, généralement ne suffit pas pour
exercer les fonctions publiques. Donc il faut entraîner les gens, il faut apprendre à avoir cette notion de l'éthique publique, du service public, etc. Donc, alors 2009-2017, c'est très peu d'années finalement, oui. Moins de 10 ans, mais est-ce qu'on peut faire d'ores et déjà un bilan de l'action de l'école? Enfin, et vous occupez la responsabilité de cette école depuis quelle année? 2012. Alors, depuis décembre 2012. Et quel est le bilan que l'on peut faire depuis 2012 et même de 2009 à aujourd'hui? Je pense que déjà la création de l'école, c'est une chose importante parce que cela montre que les autorités politiques et les autorités de la ville sont conscientes du malaise qui existe chez la population vis-à-vis des élus, vis-à-vis de l'administration. Donc déjà la création, c'est une bonne chose. Ensuite, je pense que le bilan, en tant que bilan, on pourrait parler d'un travail qui aboutit à l'inclusion dans la première constitution politique de la ville de Mexico de l'obligation d'avoir une fonction publique de carrière, d'avoir des politiques de professionnalisation dans tous les pouvoirs publics, à tous les niveaux de l'administration. Et donc, soit par le biais des programmes de formation qu'on a, soit par le biais de la recherche et les conseils qu'on essaye de dispenser aux administrations. Et vous avez des publications également? Beaucoup de publications aussi, justement sur les sujets généraux de la gestion publique, mais aussi particulièrement sur les difficultés politiques, administratives et financières, etc., qui expliquent cette réticence de la part de la sphère politique et la sphère administrative aussi, à avoir, on va dire, une administration plus stable, plus neutre. Justement, à ce propos, quelle est la réponse des partis politiques représentés dans la ville de Mexico? Est-ce que tous les partis politiques sont conscients de la nécessité de s'appuyer sur un corps administratif professionnalisé? Et ça a été très compliqué, je veux dire, faire passer le message de tout ce qu'on perd en tant que société, comme pays, comme ville. Si on n'arrive pas à professionnaliser la fonction publique, c'est difficile. Ce n'est pas normalement dans l'agenda politique, ce n'est pas non plus dans l'agenda public, c'est-à-dire que pour la société, il faut faire de la pédagogie pour expliquer que si on continue avec des mécanismes plutôt du type clientéliste, corporatiste, etc., pour l'entrée et pour la carrière administrative, on ne pourra pas sortir ou régler beaucoup de problèmes sociaux, économiques chez nous. Et autre question que vous avez évoquée, la nouvelle constitution qui a changé le statut de Mexico, qui était un district fédéral, qui est maintenant une ville, ce qu'elle était déjà, mais enfin, d'un point de vue officiel, c'est devenu la ville de Mexico, avec un logo d'ailleurs particulier, CDMX, voilà. Ville, Ciudad en espagnol, voilà. Ville de Mexico. Qu'est-ce que ça a changé, ce changement d'évolution? Il n'y a pas que le nom qui a changé, voilà. D'abord, ce qui est très important de dire. Même pour les habitants de la ville de Mexico, il faut bien expliquer, et pour les Mexicains en général, il faut bien expliquer qu'il ne s'agit pas d'un changement de forme ou de surface. Il s'agit d'un changement profond, à mon avis. Pourquoi? Parce que la Constitution fédérale a été réformée en 2016 pour permettre à la ville de disposer d'une constitution politique propre comme les autres États fédérés de la ville. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas, cela veut dire
qu'auparavant, les habitants de la ville de Mexico ne disposaient pas des mêmes pouvoirs, des mêmes droits politiques, et surtout avant 97, lorsque... Les élus non plus n'avaient pas les mêmes compétences que les élus des autres États. Tout à fait, les deux. C'est-à-dire qu'avant 97, les citoyens n'avaient pas les mêmes droits politiques parce qu'ils ne pouvaient pas élire le maire ou le chef du gouvernement de la ville, et les élus ne disposaient pas des mêmes compétences par rapport aux autres États fédérés. Donc avec cette nouvelle constitution, on élargit... La constitution a été approuvée en quelle année? 2017, janvier 2017, par une assemblée constituante. Et quels sont les éléments nouveaux les plus importants? D'abord, il faut dire que l'assemblée, le groupe chargé de la rédaction du projet qui a été présenté par M. Miguel Ángel Mancera, qui est le chef du gouvernement de la ville de Mexico actuellement, qui a présenté un projet à l'Assemblée constituante, ainsi que l'Assemblée constituante, les députés, ont pris en compte non seulement les droits déjà établis, les droits et les libertés déjà établis dans la Constitution fédérale, mais ils sont allés au-delà de la Constitution fédérale, je veux dire, avec une cohérence avec la Constitution fédérale. Notamment, dans la Constitution de la ville, il y a une charte des droits fondamentaux qui a des droits qui ne se trouvent pas dans la Constitution fédérale. Notamment, par exemple, le droit au mariage entre les personnes du même sexe, et l'usage thérapeutique du cannabis, et le droit à une mort digne, c'est-à-dire c'est la base peut-être pour la législation ensuite de l'euthanasie, et l'interdiction c'est-à-dire le droit à l'eau comme à d'autres services. Ce qui veut dire que les citoyens de Mexico peuvent se voir reconnaître des droits qui n'existent pas dans les autres territoires de la fédération. Tout à fait. Par exemple, dans le cas des mariages de personnes de même sexe, qu'est-ce qui se passe si un couple marié dans ces conditions-là, dans la ville de Mexico, va s'établir à Guadalajara, par exemple? En principe, est-ce que ce mariage est reconnu? En principe, oui, parce que le pacte fédéral fait que la législation et les actes dérivés de la législation d'un État fédéré ont une valeur juridique dans les autres États fédérés aussi. Ce qui se passe dans la pratique, c'est que les couples homosexuels viennent à Mexico se marier. Ah, d'accord. Ils ne peuvent pas le faire ailleurs. Donc ils viennent, ils se marient et ensuite ils rentrent chez eux dans les autres États. Et cet acte de mariage est reconnu? Ça doit être reconnu. D'accord. D'après la Constitution fédérale et le pacte fédéral. Et la même chose pour la consommation de cannabis? Il faudra voir la législation, c'est-à-dire les règles à partir de la Constitution, mais je pense que ça sera à peu près le même cas. Donc l'un des traits de la Constitution, c'est qu'elle est basée sur des droits fondamentaux, sur une charte des droits fondamentaux plus élargie que les droits est-ce que le pouvoir municipal est plus important que ce qu'il était auparavant? Il est plus important. On n'a pas voulu, c'est-à-dire que l'Assemblée constituante, on n'a pas voulu copier le régime des municipalités qui existe dans les autres États fédérés, qui est un peu problématique. Et ils ont décidé, par exemple, de ne pas donner de compétences en matière de police, de sécurité publique. Ça reste une compétence du pouvoir fédéral pour ce qui est du code pénal fédéral, mais de la ville, du gouvernement central de la ville de Mexico pour ce qui est du code pénal de la ville de Mexico. Mais dans le reste du pays, ce sont les maires qui gèrent leur corps de police. Et ça pose beaucoup de problèmes, notamment par la faiblesse de ce type d'institutions de police qui sont plus
propice à la corruption, par exemple. Est-ce que le fait d'être capitale entraîne des conséquences différentes pour Mexico que pour d'autres villes du Mexique? Oui, même si Mexico a obtenu un statut juridique et constitutionnel semblable à celui d'un autre État fédéré, de toute façon il y a des différences. Pourquoi? Parce que la ville de Mexico a 9 millions d'habitants, en principe. Mais il y a entre 4 et 5 millions d'habitants, de personnes qui arrivent à Mexico tous les jours, c'est-à-dire qui habitent dans l'agglomération, dans d'autres États fédérés. Et qui travaillent dans la ville au centre. Qui travaillent dans la ville au centre et qui font usage, c'est normal, des services publics dans la ville, mais qui ne paient pas d'impôts à la ville. Ouais, donc, cela entraîne, et c'est inscrit aussi dans la nouvelle constitution, cela entraîne le besoin d'avoir un nouveau mécanisme de coordination fiscale avec la fédération et avec les autres États fédérés. Donc ça aussi, la constitution renforce la question fiscale, et finalement pour avoir la possibilité de pouvoir exercer tous les droits qui sont inscrits, c'est-à-dire qu'on aura besoin de plus d'argent pour pouvoir rendre les services. Mais j'imagine que ce travail constitutionnel s'est fait en concertation avec le reste du pays, avec les autorités fédérales, en vue d'éviter une inconstitutionnalité d'un certain nombre de points qui auraient pu être évoqués dans l'Assemblée constituante. C'est un peu paradoxal, mais la réforme de la Constitution fédérale qui a permis ensuite celle de la ville, à ce moment-là, il y avait un accord entre toutes les forces politiques, et notamment entre le PRD, qui est le parti au pouvoir à Mexico, et le PRI, qui est au pouvoir au niveau fédéral. Ensuite, pour l'élection de l'Assemblée constituante, il y a eu des difficultés parce que la gauche n'acceptait pas une surreprésentation du PRI, c'est-à-dire que les modalités d'élection de l'Assemblée constituante voulaient que une partie des députés constituants ont été nommés par le président de la République, par le Sénat et par la Chambre des députés, la Chambre fédérale. Ce qui n'a pas donné une part importante. Et 40%. Ah oui. Donc, d'abord, la constitution, je veux dire, l'élection de l'Assemblée a été contestée, effectivement, mais ensuite, une fois la constitution votée et adoptée, elle a été contestée, il y a eu des recours auprès de la Cour suprême, parce que justement le président de la République considérait qu'il y avait des dispositions qui étaient contraires à la Constitution fédérale, c'est-à-dire des incompatibilités avec la Constitution fédérale. Et nous considérons que ce n'est pas le cas, notamment parce que la Constitution fédérale établit un socle en matière de droits de l'homme, en matière de droits fondamentaux, mais pas un plafond. Ah, d'accord. Et elle a tranché, la Cour suprême, ou c'est encore... Elle a commencé à trancher. Oui. Et nous considérons qu'en général, toutes les dispositions vont être respectées par la Cour suprême. Une dernière question, est-ce que cette constitution va permettre à la ville, va lui permettre d'améliorer les services rendus à la population? Quels sont les grands défis aujourd'hui qui se posent dans une ville aussi importante que celle de Mexico, qui plus est, qui vient de subir un tremblement de terre? Bien sûr, c'est justement l'idée. L'Assemblée constituante avait l'idée de répondre à plusieurs phénomènes, à plusieurs défis du Mexique et de Mexique en particulier, par exemple la corruption, l'usage privé des ressources publiques, et le mélange entre, c'est-à-dire les conflits d'intérêts, le clientélisme parmi d'autres. Donc il y a des mécanismes institutionnels, constitutionnels et institutionnels, par exemple pour avoir une meilleure planification de la ville.
il y aura, et ça n'existe pas aujourd'hui, il y aura à partir de 2018 un institut de planification, prospective et développement pour avoir une vision d'ensemble et une meilleure cohérence des schémas en matière urbanistique, en matière de développement économique, environnemental, en matière de sécurité et en matière des affaires sociales aussi, c'est-à-dire... Une sorte d'atelier d'urbanisme. C'est un atelier d'urbanisme, mais qui prend en compte aussi les dimensions sociales et économiques du territoire. Et qui va produire des outils, comme ça existe en France et dans d'autres pays. Cet institut va produire des outils de planification à moyen et long terme afin de... à l'échelle globale et à l'échelle ensuite des subdivisions à l'intérieur de la ville. À l'échelle de la ville et les plans qui doivent être élaborés par chaque par quartier, exactement, doivent être conformes ou doivent s'inspirer du cadre général, mais aussi avec une approche métropolitaine, parce que l'agglomération c'est 22 millions et il y a 3 États fédérés qui sont concernés. Oui, exactement. Donc il y a le besoin d'avoir une approche métropolitaine en matière de transport, de gestion de l'eau, et en matière d'environnement, notamment la qualité de l'air, par exemple, des phénomènes qui ne connaissent pas de frontières. Est-ce que cet institut aura une vocation particulière en matière de sécurité civile, des secours apportés dans les moments de catastrophe, comme le récent tremblement de terre? Oui, finalement, l'idée c'est que cet institut puisse accélérer, on va dire, les apprentissages institutionnels qu'on doit tirer ou qu'on doit obtenir après des désastres comme celui du 19 septembre cette année ou le 19 septembre 85. C'est-à-dire que les outils de planification doivent prendre en compte les risques, les différents types de risques existants. En matière de planification urbanistique, il faut toujours prendre en compte, il faut toujours croiser les vocations économiques avec les risques. C'est en vue d'affiner les normes de construction, compte tenu des zones plus ou moins à risque. Absolument, oui. Les outils à moyen et long terme doivent prendre en considération les zones de risque, notamment là où il y a des risques d'inondation ou bien où les tremblements de terre peuvent faire davantage de dégâts, etc. Donc ça doit intégrer aussi la protection civile et ce qu'on appelle aussi la gestion des risques. Bien, merci pour toutes ces explications. Merci à vous. Peut-être à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.